avancées significatives pour le secteur, y compris et en particulier pour l'association. Néanmoins, on souhaitait voir avec vous aujourd'hui quelles sont aujourd'hui les réelles avancées de sa mise en œuvre, quels sont les enjeux véhiculés par cette loi et les principales dispositions pouvant avoir un impact pour les associations employeuses. Venir aussi sur les acteurs ressources sur les territoires et les modalités d'organisation de l'ESS en France. Cette loi qui a mobilisé pendant 18 mois de nombreux acteurs de l'ESS a permis de nombreuses avancées. Beaucoup s'accordent à dire que la loi a permis une reconnaissance inclusive d'un mode d'entreprendre et d'un mode de développement économique, de développer une vision transversale et décloisonnée des familles de l'ESS, montrer une volonté de structuration aux échelons national et territorial de l'ESS, inciter aux bonnes pratiques en interne du secteur, à travers notamment un guide de bonnes pratiques dont devront se doter les entreprises et la généralisation de la révision coopérative. Cette loi vient aussi reconnaître les dynamiques territoriales, le rôle des CRES, le soutien aux stratégies régionales et les pôles territoriaux de coopération économique. Elle vient aussi reconnaître l'innovation sociale à côté de l'innovation technologique. Elle offre une définition élargie de l'utilité sociale. Elle est attentive aux questions de parité et d'égalité professionnelle et elle vient prendre en compte la question de l'accès au financement par la sécurisation et la définition de la subvention publique que le texte de loi vient définir. Pour ce webinaire, nous serons 4 personnes. Même si sur la diapositive, vous voyez que 3 personnes. Moi-même, donc Florent Duclos, je suis responsable animation et développement du réseau des CRES. Je serai accompagné de Chloé Leroux, qui est chargée de mission au CRES sur le plaidoyer, de Rémi Laurent, de la société Écoutez le bruit, qui s'occupe de veille parlementaire et qui est également maître de conférence à l'université, et de Marie Lamy, du mouvement associatif, qui viendra donner la vision politique effectivement du mouvement associatif concernant la loi ESS. N'hésitez pas à utiliser le module question chat si vous rencontrez des problèmes et si vous souhaitez poser des questions. J'ai tout de suite passé la parole à Chloé Leroux qui va revenir sur le contexte de l'émergence de la loi, donner les principales dates clés et des éléments de repère sur la loi ESS. Bonjour à tous. Alors rapidement, donc c'est en 1980, on a eu le premier décret sur la création d'une délégation à l'ESS auprès du Premier ministre. Donc c'est à partir de là, on va dire que tout a commencé. En juillet 2013, on a eu la présentation du projet de loi en Conseil des ministres et puis le texte a été adopté au 31 juillet 2014. Cette année 2015, on a eu d'autres lois qui vont impacter la loi ESS, notamment la loi Macron, la loi sur la transition énergétique et la loi neutre sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Les principaux axes donc, de la loi, c'est vraiment définir les principes, périmètre et champ de l'économie sociale et solidaire, sa structuration, tant au niveau national que régional, apporter de nouvelles définitions, définir les politiques publiques et puis enfin des mesures spécifiques aux différents statuts de l'économie sociale et solidaire. Quelques repères, donc il faut savoir qu'on a eu 1 an de travaux préparatoires, que la loi, il y a 98 articles et on reviendra sur les décrets un petit peu plus tard. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, dans un premier temps, donc les principes de l'économie sociale et solidaire. Ils sont donc au nombre de 4, un but autre que le partage des bénéfices, donc des principes de gestion qui sont principalement donc remis dans le développement de l'entreprise, des réserves partageables, et puis bien sûr une question autour de la gouvernance démocratique et de l'implication des salariés des différentes parties prenantes. Donc le périmètre de l'économie sociale et solidaire, vous avez donc les 4 grandes entrées statutaires, les associations, les mutuelles, les fondations, les coopératives, et puis enfin donc les nouveaux arrivants, les sociétés commerciales, donc au statut classique, qui peuvent également faire partie du champ de l'économie sociale et solidaire. Pour ça, elles respectent des principes de gestion, elles recherchent une utilité sociale, et puis elles ont des règles bien spécifiques sur l'affectation des bénéfices. Vous pouvez donc consulter le décret qui précise les modalités qui concernent les sociétés commerciales qui font partie du périmètre de l'économie sociale et solidaire. Ça reprend notamment des principes de gestion. Sur la structuration de l'économie sociale et solidaire. Dans un premier temps, on a voulu vous présenter le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, qui est l'organisme de consultation, en fait là où vont donc échanger les pouvoirs publics et les acteurs. Il faut savoir qu'il a été refondu, ce CSESS, ce Conseil supérieur. On a notamment des organismes comme le MEDEF qui font partie maintenant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Le CSESS doit créer un guide des bonnes pratiques, comme vous l'a dit Florent en début, en introduction. Ce guide est vraiment important puisqu'en fait toutes les structures de l'ESS vont devoir
échanger là-dessus au sein de leurs instances. Il y a notamment 6 entrées, donc les modalités de gouvernance, la concertation dans l'élaboration de la stratégie, un point sur la lutte contre les discriminations, l'égalité homme-femme, etc., le lien avec les usagers, la politique salariale et la territorialisation de l'activité, qui est vraiment un point important dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça, pour le moment, le CSESS travaille dessus et c'est un guide qui sera mis à disposition de toutes les entreprises à venir. L'idée vraiment de ce guide, c'est de donner des clés aux organisations pour améliorer toujours leurs pratiques. Voilà. Peut-être, Émile Laurent, tu souhaites compléter ce point oui, supérieur. Juste dire que qu'il est le fruit d'une volonté des pouvoirs publics, d'abord, et que ça n'a pas été si simple que ça dans la construction de cette Chambre pendant le processus parlementaire, puisque c'est venu par un amendement porté par un parlementaire, soutenu par le gouvernement, contre certaines familles, en tout cas. Oui, alors ça, du coup, c'est le début de la Chambre de la... Pardon. Mais c'est pas grave. Donc il y a vraiment ces 2 organismes au niveau national. D'une part, le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, qui est là vraiment un organisme consultatif. Et enfin, donc la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, dont vous parlez, Émile Laurent, qui est en fait l'équivalent, l'évolution du CESES. Donc cet organisme regroupe, ça sera sur la slide suivante, toutes les structures, et notamment les structures représentatives des différentes familles statutaires de l'économie sociale et solidaire. Pardon, excusez-moi, je suis désolé, mal réveillé. Non, le Conseil supérieur n'est pas une création de la loi, il fonctionnait fort bien dans ces différentes constructions depuis maintenant plus de 20 ans, me semble-t-il, et il avait produit déjà de nombreux rapports et avait participé bien sûr à la construction de la loi économie sociale et d'essayer de trouver ce consensus nécessaire au dépôt du projet de loi. Donc, on continue, c'est bon. Concernant la Chambre française, rappeler quand même les membres fondateurs qui sont en fait les principaux mouvements statutaires de l'économie sociale et solidaire. Donc vous avez bien sûr le mouvement associatif pour les associations, pour les mutuelles, la Fédération nationale des mutuelles françaises, la FNMF, on a COPEFR pour les coopératives, le Centre français des fondations, le MOVEST donc pour les entreprises sociales, et puis les CRES qui sont la représentation, la territoriale de l'économie sociale et solidaire, qui ne sont pas une entrée statutaire, on y reviendra un petit peu après. Au niveau donc des missions de la Chambre française, c'est vraiment de représenter l'économie sociale et solidaire auprès des pouvoirs publics, c'est vraiment sa mission principale, et de promouvoir le SF, notamment auprès de différents publics. Sur la structuration régionale de l'économie sociale et solidaire, il faut savoir que l'article 6 de la loi, en fait, institutionnalise les CRES. Elle leur donne notamment 6 grandes missions: promouvoir l'ESS, représenter l'ESS, attention, vraiment au niveau territorial. Elles sont composées des différentes familles statutaires de l'économie sociale et solidaire. Elles ont différentes missions: représenter, aider à l'appui, au développement de structures de l'ESS, aider à la formation. Elles ont aussi une mission d'observation qui est très importante, avec des observatoires régionaux de l'ESS et un observatoire national. Et Florent Duclos va du coup développer sur un petit peu les missions des CRES. Actuellement, il y a 20 petits CRES sur le territoire national, en métropole et dans les DOM. Bien évidemment, il y a le Renault, dont on parlera rapidement tout à l'heure. Le nombre de 13 va passer à 13 en métropole. Au niveau des missions, c'est vraiment un rôle d'appui et au développement de l'ESS qui est souhaité à travers cette loi. De manière assez concrète, on peut prendre des exemples actuellement de l'actions menées par les CRES en matière de développement d'affaires, qui visent en fait à soutenir des structures de l'ESS dans la pérennisation de leur modèle économique. Elle travaille en lien avec de nombreux acteurs de l'ESS sur les territoires. Elle cherche aussi à développer des stages pour accompagner les dirigeants et les salariés de l'ESS en matière de formation. Et elles ont aussi toute une dimension en matière d'accompagnement sur les financements européens. Actuellement, un travail est en cours au sein du réseau pour pouvoir déployer et harmoniser ces missions au sein de toutes les CRES. C'est un travail qui est en cours et qui sera certainement effectif d'ici 2 ans.
Au niveau de l'accompagnement associatif, donc si de nombreuses crèches cherchent à monter en compétences et en outillage sur ces questions-là, il y a aussi, c'est important aussi de prendre en considération la cartographie de l'offre d'accompagnement qui est déjà existante. Il y a de sur nombreux territoires, on va retrouver des initiatives publiques, c'est-à-dire des dispositifs proposés par l'État et par les collectivités, et des DDA, les MAGA, les FRIB, le DLA. Il y a aussi des dispositifs économiques et solidaires qui sont développés par les collectivités territoriales, tant au niveau des régions, des départements, des intercommunautés, des communes. Donc c'est vrai que ça donne au niveau du paysage local un nombre certes assez conséquent de dispositifs d'accompagnement. Encore faut-il effectivement avoir un peu la grille de lecture de ces différents dispositifs. Et c'est souvent auprès d'acteurs comme la crèche, mais aussi au mouvement associatif en région, qu'on va pouvoir trouver les ressources pour pouvoir se guider parmi ces différents outils dispositifs existants. Après, c'est vrai qu'il est important d'avoir en tête aussi l'offre importante de mouvements associatifs. Ce sont près de 800 fédérations et réseaux, mais aussi syndicats employeurs qui apportent un soutien à leurs membres, un soutien qui va être divers et varié selon les régions, selon les secteurs et selon les acteurs en présence. Mais bien souvent, on va retrouver de l'information, on va retrouver des outils, de la mutualisation, des services. Il va y avoir aussi des accompagnements sectoriels. Cette offre est variable d'un territoire à un autre, c'est pour ça qu'il est important de se rapprocher des acteurs régionaux qui fédèrent, qui organisent et qui mobilisent ces différents acteurs. Autres acteurs importants au niveau de l'accompagnement de la vie associative sont bien évidemment les maisons des associations, qui sont un acteur de proximité majeur dans le soutien aux associations, et notamment aux associations employeuses. On va retrouver des outils comme France Active, qui, en matière de financement et d'accompagnement à la pérennité du modèle économique des associations, ont toute une palette d'outils qui peuvent accompagner les associations employeuses. Et enfin, on va retrouver l'offre des entreprises privées à travers des cabinets de conseil, à travers des mercenaires de compétences, à travers des démarches RSE. Et on trouve également une offre de structures paritaires, comme les OPCA et les CAS, qui accompagnent leurs adhérents et leurs bénéficiaires. Alors, loi cadre et définition. Rémi Laurent, vous voulez peut-être intervenir sur pourquoi une loi cadre, pourquoi on appelle parce qu'elle vient, pardon, oui, donc c'est une loi cadre parce qu'elle vient donner les grands principes de reconnaissance institutionnelle de l'économie sociale, parce qu'elle inscrit le dialogue entre les acteurs organisés, structurés de l'économie sociale avec les pouvoirs publics. Et donc c'est en ça qu'elle est à la fois un point d'arrivée d'un long processus qui a commencé effectivement en 1981, en tout cas institutionnellement avec le décret sur la délégation interministérielle à l'économie sociale, et qui se conclut par ce processus législatif. C'est aussi un point de départ, parce que c'est une loi qui va donner des outils, des définitions, c'est pas une loi qui va agir sur les territoires, puisque c'est bien aux acteurs maintenant de s'emparer de l'ensemble des mesures offertes par cette loi et de la rendre vivante. En 1947, quand la loi sur le statut général de la coopération avait été adoptée, ça avait été reconnu comme une loi de liberté, et là aussi les porteurs du mouvement coopératif avaient dit l'importance des acteurs sur le territoire. Bon, dernier point, on n'a jamais vu une loi créer quelque chose. Elle vient reconnaître des dynamiques de territoire, ça c'est important, et après c'est donc aux acteurs de s'en emparer et de donner sens. Elle n'est pas complète, tout n'y est pas. C'est à eux de venir la compléter, lui donner du sens et du corps. Elle est imparfaite, elle est source de compromis entre les acteurs et les pouvoirs publics. Il faut savoir quand même que les acteurs n'ont pas tout rédigé. C'est bien sûr les pouvoirs publics et les politiques ont eu envie de donner du sens à cette loi, et donc il est maintenant sur le terrain les acteurs à faire vivre cette loi. Alors, je vais donc revenir sur les définitions qui sont amenées par cette loi, puisqu'il y a des choses qui n'étaient pas définies jusque-là et qui arrivent et qui peuvent être très intéressantes, notamment pour vous. L'utilité sociale. Donc, on a pour la première fois institutionnalisé l'utilité sociale. Qu'est-ce que l'utilité sociale? C'est apporter son soutien à des personnes en situation de fragilité pour contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités. Vous en conviendrez, c'est une définition assez large. Le troisième point, concourir au développement durable, n'est valable que si on répond à l'une ou à l'autre des deux premiers points que j'ai cités. Donc c'est une première, ce n'est pas encore très précis, mais ça avance. Et de même pour l'innovation sociale. Donc vous allez répondre à des besoins non ou mal satisfaits, répondre à des besoins par une forme innovante.
Tout ça doit être précisé par une circulaire ministérielle que nous n'avons pas encore, mais en tout cas, c'est vraiment la base d'une entreprise de l'ESS, c'est d'avoir une utilité sociale, de rechercher l'utilité sociale. Donc, c'est vraiment un point très important pour nous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, même si on regrette un peu que cette définition soit très large pour le moment. Au niveau des monnaies locales complémentaires, c'est quelque chose d'important puisque la France est le premier pays à institutionnaliser ça. Ensuite, concernant les subventions, donc ça c'est une grosse nouveauté, enfin c'est quelque chose d'important dans le cadre de la loi ESS. Il faut savoir que la définition de la subvention donc, est amenée dans la loi, elle vient compléter la loi de 2000 en disant qu'elle peut être de toute nature, elle se justifie par l'intérêt général. Cette définition en fait est complétée par une ordonnance, l'ordonnance qui est relative aux relations entre les associations, les fondations et les démarches qu'ils ont à faire avec l'administration. On y reviendra un petit peu plus tard. Ça dit notamment qu'il y aura un CERFA unique en fait pour les demandes de subventions qui peut être mis en place. Au niveau du commerce équitable, c'est pareil, on a fait évoluer la définition du commerce équitable en amenant des choses notamment sur le commerce équitable au niveau entre les pays du Nord, donc 2 pays du Nord. Voilà, après les choses ont été précisées dans les définitions, mais ça vous intéresse certainement moins. Vous voulez compléter? Oui, juste sur l'utilité sociale, l'innovation sociale, pardon, on peut un petit peu s'inquiéter du manque du terme émancipation. La loi ne prend pas en considération l'émancipation, qui est quand même le projet de l'économie sociale, avec, comme dit Jean-François Drapery, l'utopie fonctionnelle émancipatrice de l'économie sociale. Donc, on a préféré une définition assez large, mais qui oublie, semble-t-il, quand même le projet émancipateur, et notamment important dans tout ce qui est éducation populaire. Je vais peut-être juste rajouter un élément sur la subvention, juste pour compléter, pour dire que effectivement c'était une demande forte des acteurs associatifs de voir sécuriser le régime de subvention. On a aujourd'hui de plus en plus d'acteurs publics qui ont recours au marché public pour financer le secteur associatif, qui fragilise fortement les initiatives associatives, qui a tendance à assécher l'innovation dans le secteur associatif, ce qui peut aussi décourager les bénévoles, ce qui met en concurrence les associations. Donc il y avait un vrai enjeu à sécuriser ce régime de subvention dans la mesure où la raison invoquée par un certain nombre d'acteurs publics pour recourir au marché public, c'était le fait que le régime de subvention n'était pas sécurisé, que la législation européenne sur les aides d'État interdisait ou en tout cas rendait compliqué l'utilisation des subventions par les pouvoirs publics en France. Or là, on a du coup désormais une définition légale de la subvention qui donne, qui fait autorité et qui donne le droit aux acteurs publics d'utiliser cette subvention. Donc, en tant qu'association, il est tout à fait possible de s'appuyer sur cette loi et cette définition, même si elle sera complétée effectivement par une circulaire des pouvoirs publics prévoyant un modèle d'attribution de ces subventions. Il est tout à fait possible de s'appuyer sur cette définition pour revendiquer un droit au partenariat avec le pouvoir public et insister sur le fait que la subvention est possible, légale, sécurisée et que son choix relève d'un choix politique, le choix du partenariat avec le secteur associatif. C'est là où on voit que cette loi, en fait, elle pose des bases effectivement de notions sur lesquelles les acteurs de l'ESS, les acteurs du secteur associatif se sont longtemps battus, typiquement l'utilité sociale et l'innovation sociale. Alors, si d'un côté, pour l'innovation sociale, on a une définition avec un périmètre assez large, et pour l'utilité sociale, peut-être l'inverse, un périmètre un peu restreint, ça rejoint ce que disait juste avant Rémi Laurent, c'est-à-dire qu'on est là effectivement sur un point d'étape avec cette loi et qu'il y a encore énormément de chemin à faire pour pouvoir élargir et mieux outiller le contenu de cette loi pour pouvoir embrasser plus largement l'ensemble des activités recouvertes par le secteur associatif. Typiquement au niveau de l'utilité sociale, apporter son soutien à des personnes en situation de fragilité, lutte contre l'exclusion et l'inégalité. De nombreuses associations vont se retrouver dans cette définition, dans ce périmètre, mais elles vont peut-être aussi vouloir mettre en exergue d'autres aspects, d'autres points au niveau de leur fonctionnement, au niveau de leur impact sur les territoires, au niveau de leur impact auprès de la population, et pas forcément sous un angle effectivement de réparation sociale. Donc c'est là où on voit que tant au niveau territorial qu'au niveau national, les acteurs organisés doivent continuer effectivement à valoriser et à défendre certains aspects de la vie associative qui ne sont peut-être pas suffisamment ou insuffisamment ou pas du tout pris en compte pour l'heure
dans cette loi. Mais c'était tout de même important d'avoir effectivement une reconnaissance législative d'actions qui sont portées depuis de nombreuses années par le secteur associatif et que c'est effectivement juste un point d'étape, qu'il y en aura encore d'autres et qu'il y aura des éléments législatifs qui seront bougés dans les années à venir. Alors, on va continuer, donc après ces quelques définitions, on va continuer sur les politiques publiques et notamment donc, sur la définition des pôles territoriaux de coopération économique. On va en dire plus. Alors effectivement, ça peut comme dans le commencement du point précédent, cette loi est venue poser de nombreuses définitions sur des concepts qui étaient portés par le secteur associatif et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Cette loi vient aussi poser des éléments par rapport aux politiques publiques qui peuvent être déployés pour accompagner les éléments de ce secteur. Et on peut citer en premier lieu les pôles territoriaux de coopération économique, qui sont réussis parce qu'en très peu de temps, et ça fait seulement de 5-6 ans, un objet qui était pour l'heure, qui était absolument inexistant il y a de nombreuses années, est passé à une reconnaissance institutionnelle dans la loi, et cette reconnaissance est le fruit d'un travail collectif entre de nombreux acteurs au niveau national. Donc sans ça, c'est intéressant de voir effectivement comment les démarches collectives peuvent effectivement produire des normes à travers une loi. Alors du coup, les PTCE, l'acronyme de pôle territorial de coopération économique, se fait un regroupement d'entreprises de l'ESS avec des collectivités territoriales, des entreprises classiques, donc hors ESS, des centres de recherche, des établissements d'enseignement supérieur sur les territoires, qui visent en fait à mettre en place une stratégie commune continue de mutualisation, de coopération, de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants. De nombreux critères ont été définis dans le cadre du décret du 15 avril 2015. Et il faut au minimum 3 personnes, 3 acteurs pour pouvoir constituer un PTCE. Oui, il y a quelque chose quand même de très intéressant sur le décret des pôles territoriaux de coopération économique, c'est-à-dire que la loi demandait à ce qu'il y ait parmi donc, ces 3 structures à minima 2 structures de l'ESS, ce qui n'est pas le cas du décret d'application qui demande un minima de une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc on reviendra sur ces changements entre la volonté du législateur et ce qui est sorti de l'administration à la fin de cette présentation. On va enchaîner sur les entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc, c'est l'ancien agrément entreprise solidaire que vous aviez peut-être. Donc, c'est toujours un agrément dont l'objectif est de flécher les financements, et notamment les financements de l'épargne salariale. Donc, il y aura un nouveau dossier de demande qui sera accessible sur les sites de la Direct. Sinon, le CIAMCRES a rédigé une note qui s'appelle agrément ESUS, le nouvel agrément entreprise solidaire. C'est vraiment une note à destination des entreprises. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cet agrément, n'hésitez pas à aller la consulter. Vous voulez ajouter quelque chose sur l'agrément, peut-être un peu plus de mouvement associatif? Oui, alors en fait c'est un agrément qui donne accès à la finance solidaire. Alors toutes les associations n'étaient pas agréées entreprises solidaires. Donc si elles veulent aujourd'hui bénéficier de la finance solidaire, il faut qu'elles fassent la démarche de remplir le dossier d'agrément, sachant qu'il y a des petites contraintes imposées aux acteurs pour devenir ESUS, mais il est très probable que la plupart des associations rentrent très facilement dans le cadre, donc il est tout à fait possible pour une association d'accéder à ce décret, enfin à ce dossier et à cet agrément ESUS, et donc de bénéficier des fonds de la finance solidaire, donc qui sont essentiellement des fonds d'apport en fonds propres, de prêts aux associations. Oui, de prime abord, il n'y a aucune raison qu'une association ne puisse pas. Il suffit de prouver l'utilité sociale, quelques points sur les charges induites par cette recherche d'utilité sociale. Mais quelques contraintes de gestion et d'écart salarial, mais qui seront facilement franchies par le secteur associatif dans son ensemble. Voilà. Au niveau donc des politiques publiques, notamment régionales, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Donc la stratégie régionale de l'ESS et les conférences régionales de l'ESS. La stratégie régionale de l'ESS, donc l'idée c'est que la région élabore avec les CRES et avec les acteurs locaux une stratégie régionale de développement de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Donc cette stratégie régionale de l'ESS qui est amenée dans la loi ESS, et là ça devient un petit peu complexe, a été complétée donc par un autre schéma, le schéma régional de développement de l'innovation et de l'internationalisation, qui est amené dans une autre loi, la loi neutre. Donc la stratégie régionale de développement de l'ESS sur les territoires va être assez complète, puisqu'elle va d'abord s'appuyer
sur les conférences régionales de l'ESS. Les conférences régionales de l'ESS, vous en aurez tous les 2 ans sur chaque territoire. Les résultats de ces conférences et les propositions qui seront faites lors de ces conférences vont remonter en fait pour venir enrichir l'élaboration de la stratégie régionale de l'ESS. C'est quand même quelque chose qui, de mon point de vue, semble assez compliqué avec plusieurs couches et on va voir dans les années à venir comment tout ça va se mettre en place. Surtout que le schéma régional indique notamment les conférences régionales. Donc il y aura d'autres acteurs qui vont pouvoir nourrir ces schémas. Là aussi, hein, un peu comme ce qu'on a évoqué précédemment sur la question des définitions et sur l'impact de la loi concernant les politiques publiques aux dispositifs publics, là clairement, on prend un peu l'expression précise, on essuie un peu les places pour l'instant, c'est un exercice assez nouveau qui propose à faire ces conférences régionales. Actuellement, il y en a eu 4 qui se sont tenues dans les régions, il y en a une 5e qui est programmée prochainement. D'ici 2 ans, toutes les régions vont organiser des conférences régionales. Et pour l'heure, le premier petit retour d'expérience qu'on peut avoir de ces différentes régions qui ont organisé ces conférences régionales, c'est que c'est vraiment un exercice nouveau dont doivent se saisir les acteurs sur les territoires et notamment faire remonter à travers ces conférences attentes, besoins et concernant le territoire. Là où il y a eu des conférences régionales, maintenant il y en aura une nouvelle dans 2 ans. C'est important de pouvoir se positionner dans ces exercices-là afin de pouvoir porter une parole collective au niveau régional. Si je puis me permettre, pardon, juste la difficulté, c'est de trouver le bon sens. C'est-à-dire, est-ce que c'est les acteurs qui proposent ou les acteurs de l'économie sociale qui proposent ou les pouvoirs publics qui imposent. Et c'est ce dialogue-là entre les besoins déterminés par les politiques et les réponses apportées ou proposées par les acteurs que émergera ou pas des schémas dynamiques. Et justement, par rapport à ce que vient d'évoquer Rémi Laurent, qu'on a eu les 2 cas de figure. En fait, il y a eu des conférences où c'était des conférences très descendantes, où c'était les acteurs publics du territoire qui venaient un peu exposer leur vision attente concernant l'ESS. Et on a eu 2 autres conférences régionales où il y a eu effectivement une approche assez descendante, mais aussi des ateliers de travail en seconde partie afin de recueillir les attentes des acteurs de l'ESS sur le territoire. Donc on voit bien qu'on est sur un exercice qui est quand même assez nouveau, qui va nécessiter aussi de revoir un peu les relations, les modes de faire entre acteurs publics et acteurs privés ESS sur une région. Ça peut-être un peu d'indulgence par rapport aux premières conférences régionales qui se mettent en place, mais on voit bien qu'on est quand même sur un exercice qui est assez nouveau et qui va nécessiter effectivement de voir comment on construit la politique publique sur l'échelle d'un territoire. Pour finir sur les politiques publiques, donc il y a un article sur les commandes et achats publics. Donc les achats publics responsables que pourraient faire les différents niveaux de collectivités territoriales. Le seuil a été fixé donc par décret à 100 millions hors taxes d'achats, donc ce qui représente une grosse somme et du coup très peu de collectivités territoriales. Donc ça, c'était quand même une déception pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque la volonté du législateur était d'avoir un seuil assez bas afin que la plupart des collectivités mettent en place ce schéma. Donc c'est vraiment pour l'intégration des personnes handicapées, éloignées de l'emploi. Donc ça peut concerner certaines de vos entreprises associations. On va rapidement passer les mesures spécifiques aux coopératives et je vais laisser la parole à Rémi Laurent. Oui, alors cette loi, elle donne surtout la possibilité d'avoir une nouvelle définition de la coopérative. Le mouvement coopératif jugeait qu'elle n'était pas assez lisible et donc que peu de porteurs de projets pouvaient s'en emparer et donc on a donné par cette loi une nouvelle définition. Reste à savoir maintenant si les porteurs de projets vont s'en emparer. Deuxième point important, elle permet aux organisations coopératives, aux mouvements coopératifs de s'organiser sur les territoires pour créer des fonds de développement coopératif. C'est une nouveauté, on verra si ils se mettent en œuvre. Elle rend également la loi de 47 plus opérationnelle, puisque chacune des familles coopératives avait la possibilité de créer sous son statut, et la loi de 47 n'était pas très utilisée, et donc là aussi on essaie de la rendre plus opérationnelle. Elle met en place, elle redéfinit le Conseil supérieur de la coopération, et surtout l'inscrit en cohérence avec le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, et ça, ce dialogue-là n'était pas inscrit dans la loi auparavant. Elle généralise la révision coopérative, ça c'est quelque chose que
qui est unique dans l'économie sociale, c'est un rapport fait tous les 5 ans pour vérifier la cohérence des pratiques et des règles. Ici, les coopératives protègent les droits des adhérents. Donc ça, c'est quelque chose qui était réservé à certaines familles coopératives et aujourd'hui est généralisé à toutes les familles. C'est quelque chose qui pourrait venir nourrir, me semble-t-il, le guide des bonnes pratiques prévu par le Conseil supérieur de l'économie sociale. Ensuite, elle a des mesures spécifiques à chacune des familles coopératives. Et effectivement, elle permet la simplification de la création de scopes, notamment par le biais de scopes d'amorçage. Là, le gouvernement avait réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel, c'était de permettre d'ouvrir cette possibilité dès une loi de finances rectificative de 2013, avant même la loi économique sociale. Elle permet, qui va pouvoir peut-être entrer en dialogue avec le mouvement associatif aussi, d'avoir plus de 50% de collectivités territoriales au capital. Donc ça, c'est quelque chose qui questionne aussi sur la place, l'indépendance du mouvement coopératif d'éthique par rapport aux collectivités. Elle vient sécuriser le principe des coopératives d'activité d'emploi. Elle touche les coopératives HLM. Toutes les familles ont leurs petites mesures pour les rendre plus ou moins opérationnelles. On est là plutôt dans l'ordre de la réparation de ce qui n'était pas prévu correctement dans les lois précédentes. Rapidement sur les mesures, donc des mutuelles, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Il y a des choses sur la coassurance, sur les certificats mutuels disparitaires, sur les droits et obligations des administrateurs. Si vous souhaitez plus de détails, vous n'hésitez pas à nous demander. Et par ailleurs, vos questions, on les reçoit bien, on les traitera tout à la fin. On a eu des questions là sur l'agrément et juste, notamment, on y revient un petit peu plus tard. Sur les fondations, très rapidement, donc le slide après, il y a des points sur les fondations d'entreprise, sur la création de fonds de dotation, sur tout ce qui concerne la fusion, scission, apport partiel d'actifs pour les fondations, et puis les chèques emploi associatifs qui sont étendus du coup aux fondations, enfin les fondations peuvent y accéder. Les dernières mesures spécifiques, donc ce ne sont pas forcément des mesures par entrée statutaire, sur les conditions sociales de fabrication d'un produit, ça c'est des choses qui sont très intéressantes. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas, on y reviendra un petit peu plus tard. Sur le financement participatif, donc, puisque c'est quelque chose qu'on voit émerger depuis quelques années dans toute cette structure de l'économie sociale et solidaire, ça a été aussi complété par l'ordonnance de simplification de la vie des associations et fondations avec l'administration, donc concernant l'appel à générosité publique. Enfin, on a eu des points de précision sur tous les éco-organismes. On va enchaîner et venir vraiment aux mesures spécifiques qui concernent les associations. Donc, on l'a séquencé en 4 temps. D'une part, la vie associative. Ok. Donc, le gouvernement a été autorisé par prendre par ordonnance des mesures visant à simplifier la vie des associations et des fondations. J'ai remis tous les points essentiels de cette ordonnance dans les slides qu'on va voir là. Donc, du coup, ce que je vais vous présenter, c'est il y a des choses qui sont notées dans la loi, d'autres dans des décrets, et enfin dans l'ordonnance. Donc, le point sur la consultation du projet d'ordonnance, c'est quelque chose qui entre dans le slide puisque c'est fini, je m'en excuse. Au niveau donc du Haut Conseil à la vie associative, qui est l'organisme de consultation des associations, je vais peut-être vous laisser compléter des choses à apporter sur le... Oui, non, la loi juste précise le cadre, redéfinit le HCVA et l'institut de manière législative, donc c'est plus une reconnaissance législative du HCVA tel qu'il existe aujourd'hui, puisqu'il a déjà été réformé il y a quelques années. Le HCVA est désormais une instance d'expertise sur la vie associative, placée auprès du Premier ministre. Ça n'est plus une instance de concertation ou de consultation à l'image du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment une instance d'expertise dissociée de l'instance de représentation du monde associatif qui est le mouvement associatif. Et c'était l'objet d'une réforme qui date maintenant de 3 ans. Et donc le HCVA inscrit dans la loi est une institutionnalisation du HCVA tel qu'il a été réformé et donc en tant qu'instance d'expertise placée auprès du Premier ministre. Merci pour le complément. Donc, un point sur le volontariat associatif, c'est l'extension en fait du service civique pour les plus de 25 ans. Il y a un rapport qui viendra d'ici, je crois que c'est 2017, pour pérenniser ce dispositif. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour vos structures, si vous faites appel notamment à des personnes, des jeunes en service civique.
Sur le fonds d'expérimentation jeunesse qui a été répandu, est-ce que vous voulez ajouter des choses là-dessus? C'est une mesure très spécifique. Il y a des nouveautés sur le regroupement des associations, donc fusion, scission. Ça peut vous concerner, enfin nous, ça nous concerne notamment les crèches dans le cadre de la réforme des régions, puisqu'on a des crèches qui vont fusionner. C'est le cas pour certaines de vos structures. Je vous invite à prendre connaissance des 2 décrets en fait qui ont été mis en place. Un sur le commissaire, sur le seuil qui nécessite un commissaire aux apports, et l'autre qui encadre tout ce qui est fusion, scission et acquisition des associations. Là, c'est pareil, la loi ne crée rien, elle juste stabilise un droit, le droit à la fusion et au regroupement du secteur associatif, ce qui était jusqu'à maintenant, avant la loi, le cadre législatif n'était pas très stabilisé, ce qui faisait que les fusions pouvaient avoir lieu dans une certaine insécurité fiscale notamment. Et donc le fait qu'il y ait une définition, une institution législative de ce régime de fusion stabilise aussi le régime fiscal de ces fusions. Le DLA, je vais laisser la parole à Florent Duclos. Il y a le décret là, donc, qui est en cours sur le dispositif local d'accompagnement. Ce décret vient reconnaître un outil d'accompagnement qui n'est pas forcément dédié plein à 100% à la vie associative, mais néanmoins, il faut savoir que 90% des bénéficiaires du DLA sont des associations employeuses. Donc ça vient reconnaître la nécessité d'accompagner les structures de l'ESS et en particulier les petites et moyennes associations employeuses. Et donc ça institutionnalise ce dispositif dans le paysage des outils d'accompagnement mobilisables par les associations. Excusez-moi. Ce décret, en fait, l'article de loi et le décret viennent définir et organiser l'enjeu du DLA, définir sa mission qui est donc d'accompagner les structures de l'ESS créatrices d'emplois engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité. Elle vient préciser aussi qui peut être DLA sur les territoires. Elle vient aussi mettre en exergue le fait que l'accompagnement nécessite aussi de faire appel à des ressources locales. Et bien aussi souligner que le DLA ne peut agir seul dans l'accompagnement et la pérennisation des associations employeuses, mais que c'est forcément un outil qui doit être mobilisé au regard d'autres outils mobilisables sur le territoire, et notamment des ressources associatives, des ressources présentes au sein des réseaux de fédérations, afin d'avoir une meilleure efficience dans les impacts générés par le DLA. In fine, à travers ça, c'est de dire que c'est pas un acteur seul qui peut agir effectivement au développement et à la pérennisation des emplois au sein des associations, mais c'est bien l'articulation des différentes ressources mobilisables sur un territoire qui peut permettre effectivement de contribuer à la pérennisation et au développement d'un emploi de qualité. Juste peut-être compléter sur le DLA, il est important de noter que la définition du DLA dans la loi l'inscrit bien en complémentarité des autres acteurs de l'accompagnement et notamment des acteurs tels que les fédérations associatives, puisque le DLA est présenté comme un dispositif complémentaire à l'appui des fédérations et des réseaux associatifs. Donc la slide suivante concernant les derniers points et dernières avancées sur les associations, il y a pas mal de choses sur les financements des associations. Donc fonds territoriaux de développement associatif qui peuvent être alimentés par les associations elles-mêmes, les titres associatifs qui ont pas mal évolué. Et là je vais laisser la parole qui ont un petit peu évolué. Oui, c'est la parole. Alors les titres associatifs, alors c'est pas un dispositif qui peut concerner l'ensemble du secteur associatif, c'est vraiment quand même un dispositif un peu particulier parce qu'il consiste pour des associations à émettre des obligations sur les marchés financiers pour bénéficier de fonds propres, enfin d'apports en fonds propres, donc de prêts. Alors c'est un dispositif qui existe depuis 86 dans le milieu associatif, mais qui n'a jamais été véritablement utilisé. D'abord parce que les titres n'étaient pas très attractifs pour les financeurs, pour le monde financier, et parce qu'ils étaient à échéance perpétuelle. Donc aujourd'hui, ils ont évolué, la rémunération, le taux de rémunération a augmenté dans le cadre de la loi, puisqu'on passe de 3,5% à 5,15%, donc on a un taux de rémunération qui est quand même assez élevé. Donc, il y a quand même des interrogations sur la pertinence d'utiliser ce type de titre quand une association peut
par ailleurs bénéficier de prêts auprès de sa banque avec des taux équivalents, voire inférieurs. Donc voilà, ces titres, c'est une possibilité de financement. Ça va pas concerner évidemment toutes les associations, puisque pour émettre des obligations, il faut avoir quand même un volume d'activité financière important. Et puis il faut être aussi capable de rembourser ces titres, puisque c'est du prêt. Et donc rembourser, ça veut dire dégager une forme de rentabilité, avoir une capacité d'autofinancement, ce qui évidemment n'est pas le cas de l'ensemble des associations qui composent aujourd'hui la vie associative. Donc c'est une réforme d'un objet outil financier propre à favoriser les fonds propres dans le secteur associatif, mais qui risque d'être un peu en dessous des attentes concernant les fonds propres des structures associatives, qui ne va pas concerner tout le monde. Et voilà, il y a quand même encore des contraintes fortes sur la question de la capacité à émettre des titres associatifs pour les associations. Voilà. Petite parenthèse, pardon, c'est que la question des fonds propres est bien sûr transversale à toutes les familles d'économie sociale, qu'on a là aussi copié en réalité des mécanismes qui existaient dans les mutuelles et les coopératives, et que les titres participatifs mutualistes ou coopératifs ne fonctionnent pas beaucoup plus. Et donc là, on essaye toujours d'appliquer souvent les mêmes outils et qui restent peu utilisés par les acteurs. Oui, nous, on a une crèche, notamment la crèche Nord-Pas-de-Calais, qui a lancé ses titres associatifs, qui s'est inscrit au registre commerce et des sociétés, et qui a lancé 100 titres à 5 000 euros qui ont été achetés notamment par des structures de l'économie sociale et solidaire. Je voulais juste ajouter, je crois que les associations peuvent se regrouper aussi pour émettre des titres associatifs si elles n'ont pas une petite structure. Voilà. Sur les fonds associatifs, donc c'est des fonds de garantie d'apport qui peuvent être créer. La subvention, on en a déjà discuté, donc je pense qu'on a rien à ajouter là-dessus. L'appel à la générosité du public, donc ça qui est vraiment remis en place dans le cadre de l'ordonnance, qui est clarifié, simplifié. Il y a également des choses sur dons et legs qui peuvent intéresser certaines de vos structures. Enfin, dans l'ordonnance de simplification, vous avez des mesures très spécifiques, donc notamment aux associations sportives et culturelles. Je vous laisserai en prendre connaissance. Oui, juste par exemple sur l'ordonnance de simplification, ce qu'elle prévoit, donc elle a été adoptée en juillet 2015, donc un an après la loi, et elle prévoit notamment que les associations qui sont membres d'une fédération sportive agréée par leur ministère bénéficient automatiquement du droit à être agréées. Donc elles sont agréées automatiquement parce qu'elles sont membres d'une fédération sportive. Ce qui est très intéressant. Malheureusement, ça ne concerne que le secteur sportif. Nous, mouvement associatif, nous avions demandé à ce que cette généralisation de l'agrément aux structures membres d'une fédération concerne l'ensemble du secteur associatif. On espère que cette première mesure pour le secteur sportif sera bientôt étendue à l'ensemble des secteurs associatifs pour lesquels il y a un besoin de simplification de la demande d'agrément dans l'ensemble des fédérations. Peut-être avant de passer à loi ESF un an après, que là de nombreux points ont été exposés et beaucoup d'éléments qui reposent un peu sur l'esprit de la loi, mais néanmoins il y a à voir effectivement le lendemain, quels ont été les décrets qui ont été publiés, ceux qui sont en cours de rédaction, mais aussi voir ce qu'évoquait tout à l'heure Chloé, à savoir que entre ce qui a été annoncé et ce qui va sortir en cas de décret, il y a des choses qui peuvent souvent bouger. Je vous invite, si vous avez des questions sur les points qu'on a d'ores et déjà évoqués, si vous avez des questions, à nous en faire part pour que nous puissions prendre quelques minutes avant la fin du webinaire pour pouvoir y répondre. Vous voulez qu'on fasse peut-être une première séance de questions maintenant ? On a reçu une question sur, en l'état actuel des décrets d'application, est-il possible de faire une demande d'agrément ESUS ? Alors, sur le papier, normalement c'est possible. En réalité, les directs attendent toujours de l'administration centrale le nouveau dossier de demande de subvention. Donc, pour être très honnête, de demande d'agrément. Pardon. Pour être très honnête avec vous, nous on a posé la question à la DGCS pour savoir quand les directs recevraient vraiment ce nouveau dossier de demande d'agrément, et on n'a toujours pas la réponse. Donc, je pense que ce sera d'ici un mois, vous pourrez vraiment faire ces demandes. Pour le moment, ça ne sert à rien de le faire puisque vous aurez l'ancien dossier qui ne correspondra plus au nouvel agrément. Je vous recommande d'aller voir sur le site des directs d'ici à un mois, ou en tout cas le mouvement associatif et le CNCRES passeront l'information quand ce dossier sera vraiment disponible. Une question a été posée sur est-ce qu'une entreprise classique peut avoir le statut de ESS ? Oui, c'est d'ailleurs l'esprit de la loi qui est inclusif, c'est-à-dire que la loi ESS n'est pas restreinte aux familles historiques que sont les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations. Elle se voulait effectivement
ouvertes à d'autres structures, donc les entreprises classiques. Et ces dernières devront être immatriculées en ce sens et devront effectivement justifier, mettre en avant le fait qu'elles respectent certains principes qui sont listés dans le cadre de la loi. Les principes qui avaient été évoqués notamment concernant le périmètre, le but qui doit être autre que le partage des bénéfices, des bénéfices consacrés majoritairement à l'entreprise, des réserves impartageables et une gouvernance démocratique. Elles devront démontrer de leur utilité sociale et en ce sens, elles pourront effectivement revendiquer comme étant une structure qui participe à l'économie sociale et solidaire. Si vous avez vraiment, si vous voulez voir les termes juridiques, donc c'est le petit 2 de l'article 1 de la loi ESF, et vous avez également le décret sur lequel vous pouvez cliquer directement sur un des slides au début de cette présentation. Alors, juste une petite précision, puisqu'on a une question sur la possibilité de recevoir des dons. Alors, en fait, la loi ESF ne change rien pour ce qui est du régime des dons. En revanche, jusqu'à maintenant, seules les associations reconnues d'utilité publique pouvaient recevoir des legs. Donc des legs, c'est-à-dire après décès d'une personne. Désormais, il est possible de recevoir des legs dès lors qu'on est reconnu d'intérêt général, enfin dès lors qu'on est d'intérêt général au sens fiscal, c'est-à-dire dès lors qu'on respecte les critères de l'article 200 du Code général des impôts, c'est-à-dire qu'on a un caractère philanthropique, culturel, social, et qu'on est défiscalisé, enfin que l'on n'est pas considéré comme lucratif au sens fiscal. Donc si on respecte ces critères de l'intérêt général qui nous permet d'avoir accès à la générosité privée, c'est-à-dire au régime fiscal du mécénat, alors, en tant qu'association, on peut bénéficier des legs. Voilà. Une autre question a été posée sur est-ce que le guide des bonnes pratiques s'applique aussi bien aux entreprises qu'aux associations. Le guide des bonnes pratiques visera à s'appliquer à l'ensemble des structures qui se revendiquent du champ de l'économie sociale et solidaire. Oui, avec des spécificités. Le Conseil supérieur de l'ESF qui travaille dessus, la Chambre française de l'ESF travaille également dessus. Il y aura des spécificités aussi en fonction des entrées statutaires. Pas d'autres questions pour l'instant qui sont posées. Je propose qu'on avance et qu'on fasse un point sur là où on en est concernant la loi ESF sur la préparation des décrets et avant de terminer aussi par une intervention du mouvement associatif. Alors, je vais aller très vite puisqu'on est en train d'exploser le temps. Donc, il y avait beaucoup de décrets qui étaient attendus pour venir compléter cette loi. Je vais citer là les principaux décrets, donc vous les retrouverez, notamment celui sur TTCE, ESUS, sur l'entreprise, justement la question qu'on avait, comment une entreprise classique, une entreprise commerciale peut faire partie de l'ESS, sous quelles conditions. Donc vous avez un décret là-dessus, sur les associations, vous avez celui sur le volontariat associatif, etc. Je vous laisserai en prendre connaissance puisqu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Rapidement, il y a quand même quelques décrets. Il faut savoir que les décrets ont pris beaucoup de retard par rapport à ce qui était initialement annoncé. Il manque encore des décrets qui me semblent très importants, notamment un qui nous concerne nous directement en tant que réseau des crêpes, puisque c'est un décret sur la tenue des listes des entreprises de l'ESF. Donc ça peut avoir un impact important sur nos travaux, notamment nos travaux d'observation de l'ESF. Il y a quelques articles, donc je vais passer au slide suivant. Il y a quelques articles qui ont posé problème puisqu'ils ont plus ou moins respecté la volonté initiale du législateur, notamment celui sur les schémas de promotion d'achat responsable, celui sur les PTCE. On en a déjà discuté en amont. Certains articles de la loi ESS ont été particulièrement remis en cause. C'est notamment le cas de celui sur le schéma régional de développement de l'économie sociale et solidaire, puisque par le biais de la loi NOTRe, il a été un petit peu modifié. Et puis les articles, vous en avez certainement entendu parler, au moins dans les médias, sur donc la transmission de l'entreprise aux salariés. Vous avez des articles très intéressants sur le blog de Michel Abervé, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet. Donc en fait, l'article a été modifié par la loi Macron, en fait. La reprise, oui. La reprise d'entreprise n'est plus possible Non, c'est juste pour les problématiques d'information. Voilà, il y avait, et puis le Conseil constitutionnel avait cassé une partie de la mesure. Et donc, il y avait là besoin de revenir un petit peu sur les pénalités si le processus d'information n'est pas mis en œuvre. Donc voilà, vraiment
des changements un petit peu. Ensuite, sur les slides d'après, donc on a mis ce qui nous a frappé, en tout cas nous, sur la loi, c'est qu'elle autorise des structures au niveau des aspects financiers. On nous autorise donc à nous regrouper, à fusionner. On a d'autres moyens de financement, notamment finance solidaire, se faire financer par des structures privées. On a sécurisé les subventions, mais la loi n'aborde aucun point sur les points financiers en tant que tels. En dessous, vous avez mis un petit rappel sur la loi de finances, donc qui va donner notamment un certain montant de subventions publiques à l'économie sociale et solidaire. Il faut savoir qu'entre 2014 et 2015, ce montant de subventions d'État a baissé de 5%. On a mis un petit point aussi sur le crédit d'impôt compétitivité des entreprises qui peut défavoriser certaines associations. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Non, les associations n'ont pas le même régime fiscal que les autres entreprises, et c'est vrai que quand on crée un crédit d'impôt et qu'on ne prend pas en considération le fait que les associations ne payent pas d'impôt mais la taxe sur les salaires, eh bien de fait on défavorise le secteur associatif qui est parfois en concurrence avec des entreprises lucratives qui, elles, bénéficient du crédit d'impôt compétitivité emploi. Donc en conclusion, nous sur cette loi, on continue à travailler donc sur le suivi des décrets, notamment sur les aspects financiers via le projet de loi de finances 2016. Je laisse Rémi Laurent. Moi, je pense qu'il y a un manque, c'est qu'elle n'a pas réfléchi plus que sur les fonds propres, sur le modèle économique même des organisations sociales. Là, je crois que la Fonda vient de lancer un travail sur cette question-là, sur le modèle économique des associations, et je pense que pour toutes les familles de l'économie sociale, il y a cette réflexion, on ne crée plus de mutuelle santé ni d'assurance, les coopératives, on n'en crée pas tant que ça, et donc il y a bien la question de la réponse économique des organisations d'économie sociale. C'est pour conclure, avant de passer la parole à Marie Lamy pour un message plus politique concernant la loi ESF, quelques questions qui ont été posées. Quel impact de la loi sur l'éligibilité au DLA? En fait, elle vient préciser effectivement les structures qui peuvent bénéficier du DLA, et elle renvoie à l'ensemble des structures qui sont restées dans le périmètre de la loi, même si effectivement les mutuelles, les coopératives ou les fondations ne sont pas forcément les publics premiers du DLA. Donc si sur le papier c'est l'ensemble des structures qui sont regroupées dans la loi qui peuvent bénéficier du DLA, dans les faits, au regard de l'outil, comment il est calibré, c'est très certainement les organisations qui resteront la cible prioritaire et qui peut-être doivent aussi d'ailleurs rester la cible prioritaire du DLA. Une autre question sur l'école de musique de danse entre-t-elle dans le champ de l'équité sociale, bien faut-il demander un agrément? Ça va dépendre d'abord du statut de cette école de danse, si elle est en association ou pas, si c'est une structure URL, SPRL, elle devra dans ce cas-là effectivement demander à faire reconnaître sa spécificité ESF. Pouvez-nous nous en dire plus sur les fonds territoriaux de développement associatif? En 2 minutes, je pense que ça va être compliqué. Non, en fait, c'est assez simple, il n'y a pas grand-chose. La loi prévoit juste la possibilité de créer des fonds territoriaux de développement associatif. Alors, c'est des fonds publics-privés, c'est ça l'originalité, c'est-à-dire qu'ils mêlent des acteurs publics et éventuellement des mécènes au sein d'une même structure pour allouer des fonds au secteur associatif. Avec, voilà, c'est la loi qui donne cette possibilité-là, mais qui ne va pas au-delà, donc il est facile voilà, d'en faire le contour en 2 secondes de prise de parole. Voilà. Peut-être pour conclure, laisser la parole moi aussi. Oui. Alors, nous, ce qu'on peut dire globalement sur la loi, une parole un peu politique de la manière dont le mouvement associatif analyse la loi et son impact sur le secteur associatif, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, cette loi a quand même une vertu pédagogique de reconnaissance des acteurs associatifs et surtout de leur activité socio-économique, puisque les associations assument des activités de production, de distribution, d'échange et de biens dans tous les domaines de l'activité humaine et que là, elles sont reconnues comme telles dans la loi. Deuxième élément, la loi aussi, elle mérite de ne pas se cantonner, de pas cantonner les associations à leur rôle simplement caritatif, un peu à la marge, qui viendrait simplement suppléer
aux déficiences de l'État et du marché. Il y a vraiment la loi institue vraiment le rôle économique du secteur associatif. Donc pour ça, c'est vraiment intéressant. Par ailleurs, elle offre un cadre juridique institutionnel susceptible d'avoir des effets positifs pour certaines mesures sur le secteur associatif. Alors l'avancée principale de la loi, nous, qu'on retient, c'est la question de la subvention. Les autres mesures, vous l'avez vu dans notre exposé, sont quand même des mesures qui risquent de ne pas concerner l'ensemble du secteur associatif et qui ne révolutionnent pas vraiment le modèle économique du secteur associatif. Donc c'est quand même des mesures qui risquent de ne pas avoir un impact très fort sur le secteur associatif. En revanche, la définition législative de la subvention est pour nous l'avancée majeure de cette loi, même s'il faudra qu'elle soit aussi accompagnée des faits, puisque derrière la définition législative, il faut que les acteurs publics disposent d'un modèle de convention eurocompatible, et c'est l'objet d'une circulaire qui va être publiée dans les prochains jours normalement par le Premier ministre, de fournir des modèles de convention pluriannuelle d'objectifs qui permettront aux acteurs publics de contractualiser avec des associations sous la forme de subventions. Alors, bien que on a noté ces deux avancées, mais la loi comporte aussi des risques pour le secteur associatif, des risques qu'il faut avoir en tête quand on observe un peu le paysage associatif et son évolution sur ces dernières années. Déjà, la loi, en valorisant fortement l'économie sociale et solidaire de manière médiatique, peut comporter aussi le risque d'invisibiliser les associations qui pourtant représentent quand même 80% des structures de l'ESS et 80% des emplois de l'ESS, puisque les associations comportent 1,8 million de salariés et que l'ESS en compte 2 millions. Donc on est quand même l'ESS, c'est quand même avant tout des associations et ça nécessite d'être rappelé, parce que parfois, dans les communications qui ont été apportées autour de la loi, tous les articles qui sont sortis, la valorisation médiatique de l'ESS est aussi passée, et peut-être même un peu trop, par d'autres familles de l'ESS, alors même que les associations sont la première famille historique et en nombre de structures. La loi aussi peut comporter le risque pour les acteurs associatifs de créer des difficultés d'accès à certains financements. On l'a vu, la loi prévoit derrière que la BPI réserve un certain nombre de ces financements à des structures de l'ESS. Or, la loi mêle dans un même champ économique des structures dont les niveaux de lucrativité sont très différents. On voit que, par exemple, des entrepreneurs sociaux, sociétés commerciales vont avoir des capacités à dégager de la rentabilité de par leur statut et de par leur activité, alors même que les associations qui parfois, qui ont tendance à disposer, à mettre en place des services pour des publics plus vulnérables, vont avoir des difficultés parfois à avoir cette rentabilité qui va leur permettre justement d'accéder à des financements sous la forme de prêts, puisque la loi aussi confirme le passage d'une logique des financements publics de subventionneurs à une logique d'investisseurs, c'est-à-dire que là où avant les pouvoirs publics soutenaient le secteur associatif essentiellement sous la forme de subventions, on est aujourd'hui davantage sous la forme de soutien qui prennent la forme de prêts, et derrière le prêt, il y a une nécessité de rembourser. Et derrière le remboursement, il y a une nécessité de dégager une rentabilité pour être en capacité de rembourser les prêts dont on a bénéficié. Donc il y a un risque derrière ce déplacement du centre de gravité de l'ESS vers davantage de lucrativité, puisque des structures lucratives sont rentrées dans l'ESS, même si leur lucrativité est limitée. Il y a un risque que les associations ne soient pas les premières en capacité à pouvoir bénéficier de ces financements, puisqu'elles ont une lucrativité pour le coup très limitée. Et puis, il y a aussi un risque derrière, qui est le risque de dualisation du monde associatif, puisque, on l'a vu, derrière l'approche économique de la loi ESS, il y a vraiment l'idée que l'économie, c'est une approche un peu restrictive de l'économie qui se limite au nombre d'emplois et aux activités strictement qui produisent de la croissance au sens traditionnel du terme. Et donc, la loi comporte aussi un risque de dualisation du monde associatif entre, d'un côté, des associations employeuses qui se reconnaîtraient appartenant à l'ESS, et de l'autre côté, des associations qui ne seraient pas employeuses et qui fonctionneraient essentiellement avec des bénévoles et qui ne se verraient pas la légitimité à se revendiquer comme étant de l'économie sociale et solidaire, dans la mesure où le vocabulaire notamment utilisé dans la loi est un vocabulaire strictement économique au sens classique, c'est-à-dire que par exemple les structures de l'ESS sont qualifiées d'entreprises tout au long du texte de la loi.
Donc l'enjeu, compte tenu de ces risques pour le secteur associatif, c'est bien de ne pas se contenter de se fondre dans le cadre institutionnel de cette loi, mais de cultiver leur propre projet politique, et notamment le projet politique du monde associatif, et notamment sa capacité de mobilisation citoyenne, de cohésion sociale liée à l'implication de bénévoles dans les activités, qui est en fait une dimension qui n'est pas au centre de l'ESS, puisque l'ESS ne se définit pas par la capacité de mobilisation citoyenne, alors même que les associations ont ceci à apporter à la société. Donc l'enjeu pour les associations, c'est justement de réactiver cette dimension politique et de défendre les valeurs fondatrices de leur statut, à savoir cette capacité de mobilisation citoyenne, le fait qu'elles placent le citoyen au centre de leur activité par le fait qu'elles sont gouvernées par des bénévoles. Voilà. Merci Marie. Pour conclure, il y a bien évidemment de nombreux points qui n'ont pas pu être abordés ce matin. Faire la présentation d'une telle loi en une heure est assez délicat. Néanmoins, pour pouvoir poursuivre, je vous invite à cliquer ou aller voir les ressources qu'on a mis en ligne à la fin de ce PowerPoint. Il y a des liens par téléphone pour accéder à différents documents qu'on a produits au niveau du CN7, mais aussi en lien avec nos partenaires et d'autres familles de l'ESS. Je vous invite aussi, par rapport à les questions sur les avancements concernant la préparation des décrets, à contacter directement Chloé Leroux. Ensuite, il y a les questions auxquelles on n'a pas pu prendre le temps de répondre. Quel est le rôle du CREF en matière de formation professionnelle ou quels sont les financements spécifiques aux associations. Sur le site du mouvement associatif, il y a un espace qui renvoie vers les webinaires et les mardis d'accompagnement sur lesquels nous mettrons en ligne les différents documents qu'on a évoqués ce matin et nous mettrons en question-réponse pour pouvoir répondre aux questions qui ont été posées et pour lesquelles on n'a pas pu prendre le temps d'apporter une réponse durant ces webinaires. Merci à vous tous. Merci beaucoup.